Réflexion citoyenne 10. De la revue ministérielle à l'actualité. 1. Ministères et délégations nationales. Alors que notre revue des principales spécialités ministérielles doit se poursuivre et très bientôt se conclure pour ne pas s'éterniser en un monotone défilé du 14 juillet, il apparaît déjà clairement qu'en contexte délodiste, la nature même et le fonctionnement de l'ensemble des administrations centrales se trouveront intégralement redéfinis par l'installation d'un véritable pouvoir démocratique ou citoyen à priorité locale, c'est-à-dire communal et départemental ou micro-régional. L'Assemblée nationale, composée de citoyens délégués tirés au sort sur la base logique de compétences adéquates, démocratiquement définies et contrôlées, aura bien sûr pour fonction prioritaire d'établir les lois nécessaires à la préservation de la cohérence nationale, mais le plus souvent en généralisant simplement à cet échelon supérieur les décisions déjà expérimentées localement puis régionalement, puisque l'initiative des lois et autres règlements ne sera plus le privilège abusif, car hélas exclusif, d'élus ou de partis politiques, en réalité bien trop minoritaires. Dès lors, le rôle premier du Parlement sera de formuler la loi nationale ainsi que d'en ajuster l'évolution en fonction directe des préférences majoritaires, telles qu'exprimées par l'ensemble des citoyens concernés, seule façon de rester constamment cohérent avec la réalité du terrain dans ses ramifications les plus concrètes et locales. Ainsi, l'inversion nécessaire de la flèche du pouvoir qu'impose la logique démocratique d'une part et le parfait respect de notre devise républicaine d'autre part aboutiront-ils à la consécration nationale des meilleures innovations citoyennes, le plus souvent démontrées par des expérimentations locales et régionales déjà indubitablement validées, et toujours dans le respect total de la cohérence majoritaire. Par ailleurs, au même titre que n'importe quel citoyen, l'Assemblée nationale déléguée pourra proposer de nouvelles lois, initiatives ou projets d'envergure nationale, à condition toutefois d'en soumettre la validation définitive aux dits citoyens sous forme de référendum échantillonné périodique. Compte tenu des principes démocratiques de décentralisation et de déconcentration des pouvoirs, les nouveaux ministères devraient se trouver allégés de toutes les responsabilités plus efficacement gérables à l'échelon régional, départemental ou communal direct, tandis que leur direction politique se verra quant à elle assumée par les comités ou commissions ministérielles issus de l'Assemblée nationale déléguée, de façon surtout collégiale et avec rotation périodique de direction ou de représentation, en lieu et place des actuels ministres barons politiques et de leurs obscurs aéropages de soi-disant conseillers et experts. Dans ces conditions, tous les privilèges et maints abus de pouvoir associés à la personnalisation de ministères dépendant si directement du bon vouloir présidentiel de nos actuels monarques républicains se verront remplacés par la transparence totale des décisions collégiales désormais prises par les délégués nationaux, dont l'ensemble des actes et dépenses seront constamment contrôlables par les citoyens autant que par les médias, via la transparence de publications comptables en continu. Cette heureuse simplification délodiste, en autorisant la gestion directe des ministères par les vrais représentants du peuple que sont les citoyens eux-mêmes, fera bien vite oublier le triste folklore médiatique de la nomination d'un Premier ministre par un président tout-puissant, puis d'un gouvernement pléthorique de ministres et autres secrétaires d'État, censés exprimer par là un message politique subtil en ménageant les susceptibilités partisanes des soutiens intéressés de la plus récente élection. Loin de ce spectacle désopilant, tout juste digne de susciter la curiosité de concierge des journalistes et politologues qui soutiennent objectivement cette comédie périodique, le pouvoir politique central méritera enfin la pleine force de loi et l'obéissance issue de sa nature directement et intégralement démocratique, tout en désacralisant comme il se doit les personnages politiques maladivement égocentrés qui nous gouvernent depuis la disparition d'un Charles de Gaulle. L'efficacité dans l'application des décisions désormais prises par l'Assemblée nationale et ses divers comités ministériels suppose aussi l'affirmation pratique d'une autorité politique dûment représentative sur chacun des ministères concernés, ainsi que la suppression des pouvoirs obscurs de la très haute administration, dans laquelle certains lobbies et groupes d'intérêts informels ont littéralement infecté les rouages de la République jusqu'au point de faire obstruction à la bonne volonté des ministres les plus intègres.
Face à un état de choses aussi paralysant, qui favorise les plus honteux conflits d'intérêts en profitant d'une frontière délibérément floutée entre les sphères publiques et privées, les futurs délégués nationaux devront faire un sérieux ménage, quitte à remplacer périodiquement les hauts responsables administratifs ou à rendre leur travail plus collégial, était-âge d'autant plus souhaitable que l'autonomie administrative plus décentralisée rendra inutile la présence de directions individuelles anormalement puissantes au sommet de l'organigramme de la fonction publique. Autant dire ici que le dégraissage des ministères pourra s'opérer pour la première fois par le haut et dans l'intérêt direct des administrations de proximité, pour la plus grande satisfaction de tous les administrés et autres usagers des services publics. Ainsi, alors même que notre revue ministérielle n'est pas encore terminée, il est utile de faire le point pour d'ores et déjà constater qu'en contexte délodiste ou tempérant, l'existence d'un gouvernement désigné par le sommet et séparé du Parlement n'a plus aucune raison d'être, car la séparation des pouvoirs, encore considérée par défaut comme une garantie démocratique, n'est que le résultat d'un processus incomplet de démocratisation par le haut, démarche historique compréhensible, mais de fait opposée à la construction par le bas de la République délodiste. Pour être encore plus précis, le changement historique capital que les tempérants pourront bientôt apporter à l'aventure sociale de l'humanité consistera précisément à inverser la tendance historique naturelle d'un pouvoir politique toujours plus ou moins usurpé, soit par la force, soit via une constitution faussement démocratique, inversion rendue possible grâce à la construction d'une solution humaine propre à nous libérer de toute soumission illégitime, c'est-à-dire non librement consentie par la majorité des citoyens à chaque étage institutionnel. En effet, l'évolution des sociétés très diverses qui se succèdent depuis l'apparition de l'homme sur la Terre démontre non seulement la précarité à long terme des pseudo-civilisations fondées sur un pouvoir imposé d'en haut ou insuffisamment démocratique, mais plus encore le besoin irrépressible de justice sociale autant que politique ressenti par tous les humains, tandis que l'actuelle défiance ouvertement exprimée par les peuples de la quasi-totalité des nations envers leurs dirigeants révèle de plus en plus violemment leur juste impatience en la matière. Les émeutes, révoltes et autres expressions de désarroi politique via les tendances populistes, si tristement observables de nos jours sur tous les continents, sont autant de preuves paradoxales de l'obsolescence des fausses démocraties et de l'attente fébrile d'une solution nouvelle digne de l'espérance humaine, propre à nous libérer de la pesanteur de notre violence naturelle et de son dernier avatar, l'ultralibéralisme mondialisé. Malheureusement, se plaindre, critiquer ou s'opposer ne seront que de vaines réactions condamnées à l'échec de la récupération politique aussi longtemps qu'une solution nouvelle, pacifique, cohérente et transparente ne sera pas disponible et réclamée par une écrasante majorité populaire. Car c'est seulement en sachant ce que l'on veut qu'on acquiert la force et le droit de refuser définitivement ce que l'on ne veut pas, ou plus, ce qui ne peut s'opérer qu'à travers un progrès culturel majoritairement approuvé. Comme tant d'exemples le démontrent dans l'histoire, aussi bien que dans l'actualité la plus récente, la soi-disant séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires résulte en théorie du besoin de contrôler un minimum, ou de tenter d'atténuer quelque peu la toute-puissance présidentielle, via un inextricable amoncellement de procédures toujours plus complexes, lesquelles cultivent une illusion de démocratie tout en procurant maintes fonctions redondantes à la caste dominante. De fait, par la grâce d'un droit constitutionnel abusif et donc illégitime, l'Élysée fait la pluie et le beau temps, du moins en France, et ce, d'autant plus facilement que les modalités d'élection, présidentielle puis législative, permettent à une infime minorité de gouverner sans opposition possible, comme en témoigne encore l'actuelle discipline imposée à la majorité parlementaire macroniste au moment d'écrire ce chapitre, tandis que la justice, bien que plus ou moins dépendante du garde des Sceaux, finit par interférer de plus en plus ouvertement sur le débat politique et les enjeux sociétaux, sans être pour autant plus légitime, démocratiquement parlant. Cette pseudo-démocratisation, trop partiellement octroyée par le pouvoir suprême au rythme des crises et des régimes qui se succèdent, aboutit à l'actuel imbroglio constitutionnel, administratif et procédural,
aussi inutilement complexe que financièrement ruineux, au sein duquel notre actuel président nage comme un poisson dans l'eau, comme il a pu si brillamment le démontrer lors de son grand débat national, en guise de réponse à la crise des Gilets jaunes. Malheureusement, l'aisance évidente des énarques et autres sachants en la matière se heurte au simple bon sens des ignorants qui subissent les conséquences de cet enfumage politique permanent dont la complexité délibérée ne parvient plus à cacher l'injustice fondamentale, tant politique qu'économique ou sociale, aux effets culturels si dévastateurs en termes de décadence et de violence multiformes. En réalité, la multiplication de tous ces rouages constitutionnels et administratifs centralisés est devenue un prétexte à créer un nombre incalculable d'emplois fictifs dont profitent tant de hauts fonctionnaires, experts et autres soutiens politiques, sans aucune utilité avérée dans la pratique, tandis que les innombrables travaux, études et rapports qui en émanent se réduisent trop souvent à de simples outils médiatiques pour faire croire aux citoyens que leurs problèmes sont pris au sérieux. Le moins que l'on puisse dire est que l'inefficacité d'un tel système croît de façon exponentielle en fonction directe de sa complexité délibérée, sans pour autant garantir la moindre transparence, comme en témoignent les situations de conflits d'intérêts et de copinage douteux qu'une certaine presse encore indépendante révèle chaque semaine à ses lecteurs. Ces dérives quantitatives et qualitatives sont le résultat inévitable d'un système de pouvoir central construit à l'envers de tout bon sens démocratique. Alors que nous devinons déjà à quel point les mécanismes constitutionnels et administratifs pourront se simplifier à l'extrême, sitôt que le pouvoir central dépendra enfin directement et exclusivement des citoyens. Du fait que la source du pouvoir politique délodiste résidera en chaque citoyen via sa communauté locale, départementale ou régionale, le pouvoir central deviendra le réceptacle nationalement coordonné de l'ensemble des décisions majoritairement approuvées, via un processus logique de délégation nationale, au lieu d'être accaparé par une minorité illégitime et de s'imposer sans discernement contre l'intérêt et l'opinion majoritaire, comme c'est encore trop souvent le cas aujourd'hui. Dès lors que la préférence majoritaire dictera obligatoirement les futurs choix politiques nationaux selon l'ordre de priorité voulu par les citoyens, l'Assemblée des délégués nationaux pourra non seulement légiférer, mais aussi gouverner par l'intermédiaire de ses divers comités ministériels, en suivant des procédures aussitôt grandement simplifiées par rapport à celles qui paralysent la situation actuelle, et ces décisions pourront s'imposer à tous les citoyens d'autant plus facilement qu'elles seront l'expression directe de la volonté populaire du moment, dans le respect constitutionnel des libertés minoritaires compatibles avec la loi. 2. Armée, affaires étrangères et politique internationale. Pour en revenir à la revue des agrégats politiques nationaux, en essayant d'imaginer les tout nouveaux enjeux que la démocratie locale directe autorisera vraisemblablement, il est un domaine où l'abus de pouvoir présidentiel se trouve constitutionnellement instauré, dans la mesure où, selon la vision gaullienne de la Ve République, la politique extérieure relève encore du seul président de la République, tandis que le gouvernement est censé être responsable de la politique intérieure. Cette répartition du pouvoir, taillée sur mesure pour Charles de Gaulle, a très largement dérivé depuis lors jusqu'à consacrer l'omniprésence du président dans tous les domaines politiques, au point de transformer le Premier ministre en simple exécutant de la volonté présidentielle. Il n'en reste pas moins vrai que, comme déjà mentionné dans un précédent chapitre, le droit et le pouvoir d'engager un pays tout entier vis-à-vis de l'étranger, soit en matière d'implication militaire, soit via n'importe quel traité international, constitue non seulement l'héritage le plus direct d'un passé autocratique, mais, par-dessus tout, la négation de la démocratie la plus élémentaire. De quel droit une seule personne peut-elle obliger des dizaines de millions de concitoyens à respecter et subir le moindre engagement international sans l'accord majoritaire préalable, explicite et direct de ces derniers? Sachant que, précisément, l'actuel détenteur du pouvoir suprême n'est élu que de façon très partiellement démocratique, au point de ne plus représenter désormais en France que 15 à 20% des électeurs au premier tour des élections, il est inévitable qu'il prenne des décisions internationales, hélas, contraires à la volonté majoritaire du peuple, ce qui est tristement confirmé par l'actualité la plus récente,
autant que par la façon dont un Nicolas Sarkozy s'est assis sur le vote référendaire contre la Constitution européenne en signant le traité de Lisbonne. De fait, bien loin des grands principes d'indépendance et d'intégrité d'un général de Gaulle, les affairistes qui gouvernent depuis Valéry Giscard d'Estaing n'ont eu de cesse de servir des intérêts privés minoritaires dans presque chacune de leurs décisions ou négociations internationales, y compris en matière de construction européenne. Conséquemment, la plupart des traités commerciaux signés par nos dirigeants ne favorisent que les plus grosses entreprises d'envergure multinationale au détriment des PME qui disparaissent les unes après les autres sous l'effet pervers de l'hyperconcurrence déloyale imposée via l'ouverture des frontières commerciales, tandis que les interventions militaires décidées par le fait du prince ruinent notre budget national en même temps que notre image d'indépendance ou de non-alignement, entraînant dans leur sillage tordu l'effet boomerang d'une immigration incontrôlée et de maintes vengeances terroristes à domicile, aux dépens de la sécurité et de la vie même des citoyens. L'armée française, fleuron national de réputation mondiale, est pour l'essentiel un parfait exemple de loyauté et de neutralité politique au service de la République, apte à garantir la paix vis-à-vis des dangers extérieurs, rôle primordial tout aussi indispensable que celui de la police face à toute violence ou criminalité intérieure. Devenue professionnelle et plus compétente encore grâce au savoir-faire pointu qu'implique la sophistication croissante des armements, la Grande Muette permet de faire face à toute situation d'urgence dans le monde, hélas, toujours aussi instable, des rapports de force internationaux, en s'adaptant efficacement aux nouvelles formes de guérilla nourries par le néo-terrorisme et ses trafics les plus divers. Mais force est bien de constater que cet outil nécessaire, dont l'existence et le maintien conditionnent notre liberté collective, peut se trouver détourné de son rôle, ô combien noble et légitime, de défense nationale, sitôt que les décideurs politiques font passer au premier plan certains intérêts économiques, ou même électoraux. D'où l'ambiguïté de nombre d'interventions et alliances militaires décidées sans concertation transparente, ni aval démocratique, pour des raisons souvent inavouables, judicieusement couvertes par le secret défense. Ce triste détournement ou abus de pouvoir reflète militairement les manœuvres contradictoires d'une diplomatie dont le double langage complique à loisir la moindre situation, allant jusqu'à permettre aux actes de faire mentir après coup les déclarations d'intention médiatiquement affichées. Or, à l'instar des discours de politique politicienne intérieure, c'est bien l'accaparement minoritaire du pouvoir de décision et son usage abusif qui justifie le besoin de mentir sur le fond en fuyant toute transparence, sous le faux prétexte de la complexité qui en résulte, au point que l'armée française se trouve aujourd'hui réquisitionnée en vigie pirate pour combattre un ennemi devenu intérieur, tandis que la frontière républicaine dont elle est censée garantir l'intégrité via les douanes a disparu au fil de traités européens visiblement contraires à l'intérêt majoritaire des citoyens. À l'opposé de ces réservations de pouvoir aussi traditionnelles qu'aberrantes, la future République délodiste autorisera une politique internationale assainie et parfaitement cohérente, car dictée par l'intérêt majoritaire d'un peuple foncièrement pacifique et conséquemment apte à s'afficher en toute transparence. Tous les conflits internationaux, y compris la concurrence du marché ultralibéral mondialisé et la guerre commerciale de son néocolonialisme, sont les fruits amers de décisions autocratiques prises contre l'intérêt majoritaire, le plus souvent dicté par la minorité dominante et dans son seul intérêt à court terme, ce qui constitue là un déni permanent de démocratie. L'incohérence apparente des politiques internationales, de leurs ingérences post-coloniales et du double langage diplomatique qui les sous-tend, cache la parfaite logique des intérêts véritables en jeu, dont la priorité strictement économique et financière a remplacé les notions de respect et d'indépendance si chères au général de Gaulle. Il apparaît donc que, dans ce domaine crucial des relations internationales, on ne saurait en aucune façon compter sur la probité individuelle d'un président pour compenser les risques inhérents à une constitution insuffisamment démocratique. S'agissant aussi bien des traités internationaux d'ordre politique ou commercial que des opérations militaires extérieures, la République délodiste impliquera l'approbation préalable de l'Assemblée nationale déléguée à la majorité absolue,
dûment sécurisée par une confirmation référendaire échantillonnée pour garantir l'accord du peuple. La gravité des décisions impliquant le pays dans son entier vis-à-vis de l'étranger mérite en effet un débat national préalable, ne serait-ce qu'à travers une procédure référendaire d'urgence le cas échéant, afin que toute décision afférente puisse être réellement prise au nom des Français, et non plus au nom d'une France fictive, dont le destin appartiendrait tout entier à un quelconque président solitaire. En l'occurrence, le prétexte de réactivité immédiate en situation d'urgence absolue de type nucléaire tient plus de l'épouvantail que de toute autre chose, dans la mesure où, en s'appuyant sur une surveillance militaire permanente, le repérage de toute attaque nucléaire en provenance de l'étranger semble nettement plus efficace que l'anticipation d'actions terroristes à domicile. Il est certes logique que les négociations internationales impliquent politiquement un chef d'État représentant l'intérêt majoritaire du pays et que ce dernier puisse faire des propositions ou suggérer de nouvelles options stratégiques en fonction de l'évolution des contextes extérieurs. Mais il est pour autant illégitime que la moindre décision personnelle soit prise en la matière sans l'accord majoritaire des citoyens via la double sécurité mentionnée ci-dessus. En contexte délodiste, et de par la volonté d'un peuple a priori pacifiste et humaniste, la défense nationale sera sans doute cantonnée à sa fonction légitime de protection de l'intégrité territoriale républicaine ainsi que de secours éventuels et très exceptionnels aux Français qui se trouveraient directement menacés à l'étranger. Mais toute autre action militaire extérieure constitue de facto une ingérence de type colonial ou post-colonial totalement illégitime, propre à embourber notre nation dans des situations internationales inextricables, trop souvent entretenues tout exprès pour servir les intérêts financiers de l'industrie de l'armement ou pour promouvoir d'obscurs intérêts commerciaux dits stratégiques, et ce, même en cas de demande d'assistance de la part de pays étrangers. En réalité, toute situation impliquant une action militaire internationale devrait relever de décisions prises dans le cadre d'une ONU refondée, associant démocratiquement l'ensemble des pays du globe et utilisant une armée ad hoc sans la moindre identité nationale. En effet, selon le principe du respect de l'indépendance et de la souveraineté des peuples, aucun pays isolé, ni aucune alliance minoritaire de nations, n'a le droit d'intervenir, militairement ou non, sur quelque territoire étranger que ce soit, sauf en cas d'urgence absolue de secours humanitaires réclamés. Et l'histoire récente montre assez bien que les nombreuses interventions, occidentales en particulier, n'ont fait qu'aggraver chaque situation aussi critique, en déstabilisant le fragile équilibre des forces en jeu, au point d'importer en retour d'ingérables conséquences à domicile, sous forme d'immigration abusive, de conflits intercommunautaires et de terrorisme vengeur. La majeure partie des situations ubuesques d'aujourd'hui n'est que le résultat d'ingérences indues, autrement dit, d'abus de pouvoir en provenance des pays les plus riches ou les plus puissants, toujours au détriment des peuples concernés de part et d'autre de ces coups de force politique, en écho à la loi de la jungle de l'ultralibéralisme mondialisé, situation brillamment décrite par le génial Hergé à travers la lutte entre les généraux Alcazar et Tapioca, dans Tintin et les Picaros, Casterman. Les casques bleus de l'ONU, la Croix-Rouge ou le Croissant Rouge, ainsi que les multiples ONG à vocation humanitaire, sont autant de moyens de venir en aide dans l'urgence aux victimes de situations gravissimes, et leurs actions conjointes doivent se coordonner dans le cadre de décisions internationales prises à l'échelle planétaire, ce qui n'est pas encore assez souvent le cas. Or, tant que ces opérations seront le fait de quelques grandes puissances occidentales ou asiatiques, elles resteront entachées de toute l'ambiguïté que l'on sait, dans laquelle les plus bas intérêts commerciaux et militaires se déguisent sous les traits des plus nobles prétextes humanitaires. À long terme, et pour se libérer de la violence qu'induit cette loi de la jungle internationale, mieux vaut décidément compter sur l'évolution délodiste, afin de permettre à tous les peuples de s'affirmer au-dessus de leurs dirigeants respectifs, ce qui constituerait la meilleure garantie d'éviter à jamais les guerres et leurs conséquences d'exode, de famine et d'épidémie, car les peuples ne deviennent aussi violents que lorsqu'ils sont manipulés par de néfastes idéologies politiques ou religieuses, toujours antidémocratiques. La France est encore une grande puissance militaire, au prix d'un budget aussi colossal que nécessaire en apparence, et pourtant,
Malgré la sophistication de l'armement et la surprofessionnalisation du métier de soldat, la sécurité de tous nos concitoyens n'a jamais été aussi précaire, tandis que le démantèlement programmé des frontières remet en cause l'utilité de telles dépenses, transformant l'armée en un vulgaire marché de plus, sans compter le fait que sa raison d'être nationale tend hélas à disparaître sous un amalgame pseudo-européiste totalement improvisé. Une république délodiste aurait toutes les chances de redéfinir le rôle et la structure de l'armée française en la soudant à nouveau à son peuple pour lui faire retrouver l'intégralité de son honneur et de sa légitimité, pour la libérer enfin de tâches et autres contraintes indues, en optant diplomatiquement pour une totale neutralité et une indépendance réaffirmée, s'agissant des relations internationales face à chaque conflit ou crise extérieure, seule façon de renouer avec la grandeur respectable d'un pays non aligné, enfin libéré de l'OTAN et de sa tutelle américaine obsolète. Une telle neutralité officielle paraîtrait d'autant plus logique que l'Hexagone est déjà devenu, bon gré, mal gré, une terre d'asile à vocation mondiale, où de très nombreuses minorités n'ont aucun besoin d'importer dans leur bagage les misères de la violence qu'elles fuient précisément en s'installant en France. Sinon, le résultat n'est autre que la situation présente, avec son irrémédiable lot de conflits importés, de terrorisme et autres communautarismes exacerbés, surajoutant d'inutiles difficultés aux multiples obstacles de l'intégration ou de l'assimilation, vaste sujet de la section suivante de ces réflexions. Dès lors que toute décision impliquant une action en territoire étranger, via un organisme planétaire, se verra soumise à l'approbation populaire majoritaire, nationale ou échantillonnée, il ne fait aucun doute que toutes nos relations internationales s'équilibreront en respect mutuel et deviendront aussi simples et transparentes que possible, démontrant ainsi à quel point les peuples sont naturellement pacifiques, tandis que la fierté républicaine partagée remplacera avantageusement toute idée de nationalisme belliqueux, offrant la meilleure garantie d'implication citoyenne défensive en cas de besoin. En effet, hors les soldats payés pour prendre de tels risques, combien de nos concitoyens d'aujourd'hui seraient prêts à risquer leur vie pour la France depuis que celle-ci est corrompue par la loi du marché, pervertie dans ses valeurs et devises républicaines, et ainsi noyée dans le bain opaque de la mondialisation? La réponse ne fait hélas aucun doute, en l'absence de tout bien commun digne d'être défendu au péril d'une vie citoyenne. Mais tout sera différent dans le cadre d'une république rendue enfin démocratique par sa constitution délodiste, au point que la défense des principes universels de notre devise nationale et de leur réalité transformera chaque citoyen en soldat volontaire en cas de besoin, car aucune armée ni aucun tyran ne peut résister à un peuple motivé par la justice, comme en témoigne la façon ridicule dont les pires dictatures s'écroulent comme des châteaux de cartes face à tout peuple déterminé. La seule condition est de savoir véritablement pourquoi l'on se bat en cas de nécessité absolue, fût-ce le plus pacifiquement du monde, et seule la notion de république peut surpasser les pitoyables prétextes éculés par l'histoire d'une humanité encore incomplète, bien au-delà de toute notion exacerbée de nation trop mystique ou de religion trop temporelle, pour peu que la majorité écrasante des citoyens sache ce qu'elle veut et en déduise tout ce qu'elle rejette. Ainsi pouvons-nous espérer, au terme d'une généralisation tempérante de longue haleine supposant le respect systématique de l'intérêt général et de son écrasante majorité, qu'un jour tous les humains, en s'émancipant définitivement de leur minorité surdominante, pourront vivre ensemble comme en bon voisinage, dans un monde apaisé où les besoins d'armée et de police se réduiront au strict minimum incompressible de l'occasionnel ou de l'accidentel, à l'opposé de la tendance actuelle, de ses divisions et de sa violence endémique. Enfin, concernant les traités internationaux, il n'est même plus besoin de démontrer à quel point les engagements pris par la plupart de nos dirigeants depuis Valéry Giscard d'Estaing sont contraires à l'intérêt majoritaire des Français, comme en témoigne hélas la précarisation et l'appauvrissement croissant dérivant de la mondialisation, pour le seul bénéfice d'une caste minoritaire dont la richesse devient aussi inutile qu'indécente. De fait, le moindre débat de fond préalable à la signature des traités commerciaux, autant que des traités européens, aurait abouti au refus des conditions jusqu'à aujourd'hui imposées au peuple français comme aux autres peuples concernés,
ce dont nos dirigeants successifs sont parfaitement conscients, trahissant par là même la sournoiserie de leurs manigances internationales. Au contraire de cela, la République démocratique locale et directe conditionnera les traités commerciaux à l'approbation populaire majoritaire, unique option pour garantir que les conditions pratiques des accords et leurs conséquences favoriseront la quasi-totalité des citoyens. Dans cette optique légitime, il est certain que l'ouverture exagérée des frontières commerciales, tant européennes que mondiales, sera enfin judicieusement relativisée et rééquilibrée par des négociations douanières appropriées afin de maintenir l'équité des coûts sociaux de production et d'éviter les risques de concurrence déloyale. Sinon, faute de filtrage douanier, le libre-échange se trouverait au moins conditionné par l'uniformisation préalable de toutes les taxes et autres contributions, ainsi que concernant les contraintes sociales, sanitaires et écologiques de la production, de la transformation et du transport des marchandises, outre l'équivalent pour les prestations de services, ce qui supposerait probablement une quasi-fusion de nations déjà devenues délodistes. En réalité, et pour le plus grand bien de notre planète, l'intérêt de tels échanges se limitera très logiquement aux seuls biens et services qu'il est impossible de produire ou fournir nationalement, respectant ainsi le saint principe de localisme en matière de production, de transport et d'emploi, ce qui prouve à quel point la mondialisation anarchique et abusive imposée aujourd'hui est uniquement motivée par le surprofit d'une infime minorité aux dépens de la justice et de la paix, via les trop fameuses chaînes de valeur financières de l'ultralibéralisme. 3. Culture, valeurs, identité, laïcité. À travers le bouillonnement interculturel sans précédent qui frappe à la porte de l'histoire et change en profondeur les sociétés préétablies, la mondialisation, partiellement rendue inéluctable par le rapetissement planétaire prévisible résultant des nouveaux moyens de communication, mais aussi principalement dictée par une logique néolibérale sans limite, affecte inévitablement et définitivement l'équilibre culturel et l'identité collective de notre vieux pays, jusqu'au point de le faire vaciller sur ses valeurs républicaines fondamentales. Il en résulte une crise identitaire sans précédent, au sein de laquelle nos concitoyens dits de souche semblent perdre leur latin en même temps que leur âme en se raccrochant aux bouées si factices de toute forme d'extrémisme idéologique et politique en particulier, tandis que les nouvelles populations françaises s'avèrent difficilement capables de s'acclimater culturellement et sont tentées par le sécurisant mais faux confort du communautarisme et de l'affichage religieux. Ce douloureux phénomène historique cloisonne la société en nous séparant les uns des autres, à la façon d'un lait frais caillé par accident, morcelant la texture homogène d'une société cohérente en autant de brisures inconsistantes ou de grumeaux insolubles, comme si la France, si bonne cuisinière de réputation mondiale, était bel et bien en train de rater la recette cruciale d'un melting pot devenu impossible. Pourtant, en dépit des récurrents effets pervers des amplificateurs médiatiques ou autres politiciens opportunistes qui surfent si bien sur l'émotionnel et le caricatural à chaque occasion de conflits ponctuels, la plupart de nos jeunes concitoyens de toutes origines sont sur les mêmes bancs d'école, de la maternelle à l'université, tandis que leurs parents travaillent bien ensemble dans les mêmes entreprises, n'étant séparés que par certaines activités culturelles ou cultuelles différenciées. Il n'en reste pas moins vrai que l'intégration ou l'assimilation des nouveaux Français est à la peine, conséquence cumulative prévisible de décennies d'accueil avec l'effet démographique et multiplicateur d'une fécondité traditionnellement supérieure à celle des autochtones, doublée du fossé naturel séparant des cultures ou civilisations trop différentes en termes de mode de vie, de mentalité et de religion. L'expression « français de souche » est elle-même caricaturale, dans la mesure où nombre d'entre eux sont issus d'une immigration plus ou moins lointaine, et très souvent pour les mêmes raisons politiques ou économiques que nos plus récents compatriotes, à cette différence près que l'origine européenne, souvent latine et plus ou moins chrétienne des premiers, leur a permis de se fondre à la population dite autochtone, en l'espace d'une ou deux générations au maximum. S'agissant désormais principalement de l'installation de populations beaucoup plus exotiques en termes de couleur de peau, de culture, de mode de vie et de religion, il est inévitable que l'intégration ou l'assimilation prenne beaucoup plus de temps, voire devienne impossible à terme,
dès lors que certaines communautés de ces nouveaux Français sont assez nombreuses pour continuer de vivre selon leurs traditions ou leur religion, ce qui est tout à fait compréhensible tant que le respect des valeurs républicaines reste garanti. La France tire déjà sa richesse culturelle de sa grande diversité territoriale, laquelle s'appuie précisément aussi sur des coutumes et des langues régionales très différentes, et l'application du principe d'égalité dans la liberté ne saurait interdire aux Français les plus récents de vivre comme bon leur semble, à condition bien entendu de respecter la loi commune résultant de notre histoire particulière et de participer à son évolution au même titre que n'importe quel autre citoyen. Du point de vue culturel, nos compatriotes sont déjà habitués depuis fort longtemps à agrémenter leur quotidien de très nombreuses influences étrangères des plus appréciables. C'est bien le cas dans le domaine artistique, où un fort heureux brassage mondial élargit notre ouverture vers de multiples horizons possibles, mais aussi en matière de cuisine et de restauration, puisque toutes les saveurs du monde sont désormais accessibles à nos papilles, sans aggraver notre empreinte carbone en prenant l'avion. Après tout, si personne ne s'est plaint de la prolifération des pizzerias, tradition typiquement italienne, pourquoi faudrait-il dénoncer le succès avéré du kebab, alors même que le couscous fait déjà partie intégrante de nos habitudes alimentaires? Tout cela constitue le côté positif de la mondialisation dans son aspect intercivilisationnel appréciable, et ne pose quasiment aucun problème à l'échelon des relations individuelles quotidiennes, sitôt que chacun apprend à découvrir son voisin avec un minimum de cœur et d'intelligence, ce qui peut s'observer très concrètement à chaque sortie d'école, d'usine ou de bureau. Dès lors, le problème semble plutôt provenir de l'effet numérique d'une immigration très mal gérée par les autorités, certainement trop rapide et surtout anormalement concentrée dans les mêmes zones urbaines, tandis que, profitant des difficultés qui en résultent, nombre de petits gangs prolifèrent et que certains leaders ultra-religieux détournent en particulier l'islam en idéologie conquérante et revancharde, faisant tristement écho à la minorité des autochtones les plus intolérants de l'extrême droite xénophobe, ces clans absolutistes se faisant abondamment mousser au travers de médias toujours avides de scandales. Face à cette situation de blocage à durée indéterminée, le point de vue délodiste et tempérant permet de prendre un minimum de recul afin de tenter d'éviter les écueils de la caricature et du préjugé. Le fait multicommunautaire est une réalité désormais incontournable dans toutes les sociétés riches susceptibles d'attirer des familles en quête de bien-être et de sécurité, fuyant principalement la misère et la violence de leur pays d'origine, transposition inévitable à l'échelle mondiale de tous les exodes ruraux déjà réalisés nationalement. Cela concerne au premier chef les ex-pays coloniaux, mais aussi, peu ou prou, toutes les grandes capitales ou métropoles régionales de la planète. Ces mouvements de population sont non seulement occasionnels en temps de guerre, mais quasi permanents en temps de paix, depuis que la logique économique néolibérale gouverne le monde sans partage à travers un jeu migratoire fondé sur la mise en concurrence des travailleurs par l'importation de salariés sous-payés, en tant que dumping social importé à domicile. En prenant ces données migratoires comme un fait accompli sur lequel il n'est aucun moyen de revenir, la philosophie délodiste part du principe qu'en toute matière de débat durablement controversé, la vérité objective, les responsabilités et les solutions sont forcément réparties de chaque côté du fossé observé. À l'instar de n'importe quel conflit entre deux personnes de la même famille, la résolution de la situation suppose dès lors un minimum de compréhension mutuelle et d'information aussi transparente que possible pour se mettre à la place de l'autre et adopter l'espace d'un instant son point de vue, ce qui est après tout la définition même de l'empathie minimale qu'implique la communication. C'est ce trajet mental indispensable que toute éducation devrait promouvoir en la matière, et ce, dans les contextes médiatiques autant que scolaires, afin d'acquérir le respect de la différence, autrement dit, la simple tolérance que suppose un fameux vivre ensemble, aussi souvent invoqué que gravement menacé. Il est normal qu'étant très nombreux, les nouveaux Français se regroupent en communautés désireuses de maintenir leur mode de vie autant que leur religion, dans la limite de la compatibilité de ses mœurs et traditions avec la loi nationale,
Et force est de constater que lorsque des civilisations trop différentes sont en jeu, le melting pot n'est pas de prime abord la solution préférée par la majorité des intéressés de part et d'autre, ce qui oblige par défaut l'ensemble des citoyens à se contenter de la cohabitation du salad bowl, à la façon des villes américaines, où maints quartiers urbains pratiquent une auto-ségrégation plus ou moins volontaire ou spontanée, tandis que l'assiette anglaise en est une autre version chez nos pragmatiques voisins d'outre-Manche, déjà rompus à l'acceptation du communautarisme. Tout cela est en fait naturel, et les Français de souche en feraient tout autant s'ils étaient dans la même situation, à l'instar de leurs aïeux au temps des colonies. Pour le bien de tous à long terme, on peut seulement espérer que, très progressivement, les attitudes d'ouverture prendront le dessus, en particulier par la grâce du mixage des plus jeunes générations qui apprennent à se connaître et s'apprécier en milieu éducatif, autant que via les nouvelles technologies de communication. La laïcité énoncée par la loi française permet le respect de tous les cultes et de toutes les croyances à titre privé, en garantissant aussi bien la liberté de ne pas croire, tout en séparant le fait religieux du pouvoir politique, ainsi que de l'espace républicain officiel, afin d'éviter théoriquement l'emprise de toute secte ou religion sur la société dans son ensemble ou sur les pouvoirs publics. Notons qu'il s'agit là d'une interdiction concernant les cultes, au sens religieux ou philosophique le plus large possible, en tant qu'ensemble structuré et officiel, ce qui n'empêche pas les personnes les plus influentes et les cercles dominants de se comporter de fait selon leur foi ou leurs convictions philosophiques, impliquant donc des risques permanents de cooptation, de copinage, de préservation clanique et autres détournements de bas intérêts politiques, culturels ou financiers, au point de pouvoir faire dire à certains que nous serions gouvernés malgré nous par quelques lobbies judéo-maçonniques. La proclamation d'une république spécifiée laïque a permis un apaisement historique propre à éviter la perpétuation des sanglantes guerres civiles et religieuses dont notre pays n'avait que trop souffert, y compris entre croyants d'une même foi chrétienne. La loi républicaine s'est ainsi officiellement libérée de l'influence illégitime de toute entité religieuse, autorisant par là même une tolérance aussi réelle que pacifique en la matière. Mais ce qui relativise précisément le respect de ce principe dans la réalité du pouvoir n'est autre que le manque de démocratie déjà maintes fois observé et dénoncé dans ces réflexions, puisque la non-représentativité des élus et des gouvernants leur permet tous les abus possibles en la matière, fût-ce à travers la vénération du veau d'or, de l'argent et du surprofit. Autrement dit, la laïcité, en tant qu'invention française, interdit fort pertinemment d'imposer aux citoyens une même croyance ou autre appartenance à un quelconque ordre philosophico-religieux, mais sans pour autant nous préserver de la domination d'une secte particulière sous forme de caste, ni des injustes discriminations qui peuvent en résulter pour les autres, faute de démocratie intégrale. Du point de vue détaché, que la tempérance délodiste autorise via la saine réflexion qui libère du réflexe le port du voile en France par les femmes musulmanes, à l'instar de l'usage de n'importe quel vêtement plus ou moins traditionnel par tout citoyen de culture indifféremment française ou étrangère, n'a aucune raison d'être interdit ou stigmatisé, et ce, en réalité, dans quelque contexte que ce soit. La liberté de se vêtir à sa guise est constitutionnellement garantie pour tout un chacun, et, sauf pour les cas spécifiques de fonctions techniquement incompatibles au point d'entraîner un risque d'accident physique, chacun doit pouvoir s'habiller selon son choix, dans la seule limite de la décence qui interdit toute atteinte aux bonnes mœurs, laquelle concerne plutôt un risque de dévoilement excessif. La fixation intolérante qui s'opère contre le port du voile islamique, à travers un faux débat qui ridiculise la France aux yeux du monde entier, est d'autant plus injustifiée que même dans la sphère publique, le choix individuel de porter un voile, une kippa, un turban ou une croix devrait être autorisé, comme cela est le cas en Suède ou en Grande-Bretagne. Certains cas très exceptionnels étant alors gérés par les tribunaux et non par la loi. En quoi cela remettrait-il en cause la laïcité fondamentale de notre administration publique, dans son autorité comme dans sa fonction, tant que tous les fonctionnaires n'y portent pas de force le même signe culturel ou religieux? Pareillement, pourquoi interdire à une maman accompagnatrice de sortie scolaire d'être voilée comme à son habitude,
sous le prétexte que cela peut traumatiser les enfants et choquer d'autres parents, alors qu'à chaque entrée et sortie d'école, les mêmes enfants voient des mamans voilées et non voilées bavarder ensemble et partager très sereinement des soucis quotidiens si souvent identiques? Si une partie des habitudes vestimentaires, voire des parures et bijoux, révèle une appartenance religieuse individuellement choisie ou peu ou prou acceptée, toute réaction d'interdiction dans quelque cadre que ce soit ne peut que stimuler une contre-provocation et encourager l'affichage d'une foi dès lors vécue comme un devoir de résistance, agrémenté du prétexte tout trouvé de se prétendre victime d'un pouvoir intolérant et chapeauté par un relent de discrimination raciste pour aboutir à l'amalgame le plus confus de la présente situation. Pourquoi donc interdire les signes religieux dans l'administration et en imposer l'acceptation dans le milieu privé de l'entreprise? Pourquoi accepter les pauses prières si tout signe vestimentaire est prohibé? Faut-il autoriser le licenciement d'un employé refusant de travailler avec une femme ou sur le même poste en secteur public ou privé? Faut-il respecter ou bannir les traditions alimentaires dans les restaurants administratifs? Où peut se situer la frontière précise entre espace privé et public? Faut-il conserver ou supprimer les postes d'aumônier dans l'armée ou en milieu carcéral? Quid de la construction et de l'entretien des églises, mosquées et autres synagogues? Faut-il interdire tous les chapelets et autres autocollants sur les voitures circulant dans l'espace public? C'est en se noyant dans l'océan de ces pseudo-détails inlégiférables que le principe de laïcité perd sa substance principale et alimente les intérêts de l'islamisme radical et de l'extrémisme politique en détournant tous les Français concernés du vrai débat en jeu. Car la seule question à double tranchant est de savoir d'une part pourquoi le fait religieux reprend autant d'importance visuelle chez tant de nos concitoyens, toutefois confondus, et d'autre part, pourquoi le beau projet républicain et laïque ne suffit plus à nous maintenir ensemble. La multiplication de nombreux signes religieux en milieu public, toute régressive qu'elle puisse paraître, correspond nécessairement à un besoin ressenti par ceux et celles qui les portent sous l'influence directe de prêcheurs de plus en plus radicaux. De fait, cette situation est en elle-même l'expression de l'échec républicain résultant avant tout de notre fausse démocratie. Car chacun d'entre nous peut observer à quel point la vénération néolibérale de l'individualisme, doublée de la corruption des mœurs qu'elle entraîne dans son sillage, peut à juste titre choquer les croyants de maintes religions et détourner les citoyens honnêtes d'une adhésion minimale au même idéal de liberté, d'égalité et de fraternité si tristement démenti par la réalité quotidienne, tant socio-économique que culturelle. La crise systémique aidant, le vide moral laissé par notre société décadente se comble aussitôt d'un retour aux religieux, voire aux sciences occultes et autres mysticismes ou fanatismes multiformes, pour combler un besoin de sens que notre corpus politique ne satisfait plus depuis longtemps. Dans ces conditions, est-il si surprenant que la plupart de nos nouveaux compatriotes s'accrochent si fermement à leur culture et à leur foi, dont les principes comportementaux sont aux antipodes du laisser-aller des mœurs d'un Occident en pleine période de décadence, coupable d'avoir sacrifié ses propres valeurs humaines sur l'autel du surprofit et des excès immoraux qui l'accompagnent? Les religions sont apparues nécessaires aux êtres humains en tant que moyen de répondre aux grandes interrogations de la vie et de la mort, autant que du bien et du mal, et leur succès tient encore au confort psychologique et communautaire qu'elles offrent face à toute forme de peur ou de superstition, autant qu'à leur utilité pratique via des mœurs communes susceptibles de favoriser la paix et l'entraide, au moins entre croyants de la même chapelle. Plus généralement encore, tous les ensembles humains, quel que soit leur contexte, procèdent du partage d'une sorte de foi commune dans la fiction nécessaire d'une destinée ou d'une utilité particulière, phénomène quotidiennement visible dans chaque activité humaine groupée, qu'elle soit associative ou sportive, en amateur ou en professionnel, laïque ou religieuse. La foi en quelque chose de supérieur à l'individu est ce qui caractérise les êtres grégaires, et le carburant vital qu'elle constitue ne saurait être remis en cause en lieu et place des abus de pouvoir, des surdominants mal intentionnés qui en détournent la force contre l'intérêt de l'humanité,
à commencer par celle du croyant lui-même. Ainsi peut-on constater que la foi individuelle peut se passer de religion, tandis que la religion ne saurait se passer de foi collective, et que l'une et l'autre peuvent être aussi bénéfiques que maléfiques, selon l'intention qui les alimente, selon l'orientation et les usages qu'elles impliquent en pratique. Loin de pouvoir ici développer ce passionnant sujet avant le 3e livre des Tempérants, observons simplement que la foi est bien le propre de l'être humain, par la prise de conscience et l'interrogation du mystère de l'existence. La foi individuelle est la plus profonde, car elle est l'intuition d'un au-delà, d'une origine inexplicable susceptible de donner un sens à notre présence sur Terre. Et cette quête du ressenti intime, incomplètement transmissible par quelques terrestres institutions, correspond très certainement à une réalité inaccessible, dont la science elle-même permet d'approcher constamment le pourquoi, via une étrange impossibilité asymptotique, en explorant sans cesse la merveilleuse complexité du comment. La contemplation de la beauté du monde naturel, mais aussi bien l'acte gratuit de la création artistique positive, sont des moyens d'approcher ce mystère et de s'émerveiller face à la cause et la finalité inconnaissable de notre monde, tandis que jour après jour, scientifiques et mystiques se complètent malgré eux dans cette quête infinie de connaissances s'agissant de l'explicable, ou de reconnaissance concernant l'inexplicable. Il n'en reste pas moins qu'à long terme, la foi individuelle finira par s'épanouir pleinement lorsque les religions, hélas encore trop affirmatives ou dogmatiques, accepteront de rejoindre la philosophie interrogative, en participant enfin à un débat ouvert à tous, en toute humilité, au lieu de se concurrencer entre grandes thèses monothéistes sur la base d'appellations culturellement différentes, d'un même mystère absolu, forcément créateur de tout ce qui nous entoure, ne serait-ce qu'en tant qu'explication ultime. Déjà présentes dans le respect du sorcier tribal, les religions se sont construites sur la foi de révélations divines, de prophètes ou de dieux vivants, ayant supposément un accès très privilégié aux 10 mystères, pour aboutir, à force de rites et de dogmes, à des structures temporelles souvent plus puissantes que bien des États, royaumes ou empires, offrant l'avantage de construire des sociétés apaisées par une réglementation politique de droit divin, avantage chèrement payé par l'inconvénient de risquer les maints abus de pouvoir dont l'histoire planétaire peut hélas témoigner. De guerres en révolution, les systèmes théocratiques ou de droit divin ont fini par laisser place aux républiques toutes relatives que nous connaissons depuis 1789, pour ce qui concerne la France, hormis quelques notoires parenthèses historiques, tandis que la laïcité a permis de clarifier les rôles entre les pouvoirs politiques et religieux, réduisant la puissance temporelle abusive de ces derniers, non sans respecter ainsi leur seule raison d'être spirituelle, en tant que liberté privée. L'actualité française est précisément dominée par le risque d'une ingérence religieuse tristement renouvelée, en particulier par le biais de l'islamisme radical, dont les manœuvres et les dérives idéologiques sont désormais aussi avérées que leurs projets politiques, révélant un abus de puissance temporelle aussi grave que celui de l'Église catholique au pire moment de l'Inquisition. C'est bien là tout le vaste complot que la République laïque doit non seulement dénoncer, mais combattre par la loi, avec l'aide de tous les citoyens, à commencer par nos concitoyens musulmans, très majoritairement aussi respectables que respectueux. Le vrai drame est que la loi, potentiellement suffisante, n'est pas appliquée avec la légitime fermeté qui suscite le respect, par manque de courage et d'intégrité républicaine d'une superclasse dirigeante corrompue de bien d'autres façons, et au demeurant trop contente de diviser pour régner. Profitant de ce terrain pentu, on ne peut plus glissant et du climat délétère qui l'accompagne, l'actuel regain d'intérêt pour le port du voile islamique ou de quelque autre signe vestimentaire cultuel par les jeunes générations traduit non seulement une auto-soumission régressive à des normes visuelles qui n'étaient plus en vigueur dans de nombreux pays musulmans après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi et surtout le besoin de se démarquer d'une civilisation occidentale peu attirante, car en panne de finalité moralement digne d'intérêt et de respect. Qui plus est, cette triste mode rétro s'accompagne plus gravement encore d'un évident reconditionnement moyenâgeux de la femme par son milieu familial, révélateur d'une domination masculine indue, que ce soit sous quelque forme subtilement psychologique
ou violemment coercitive, ce qui ne constitue qu'un degré extrême d'une tendance commune à toutes les religions, via la soumission ou l'exclusion des femmes sur fond de sexisme faussement puritain. Compte tenu de l'évolution des Français qualifiés de souches depuis leur si fameuse révolution, il est inévitable qu'une telle attitude paraisse rétrograde, tout aussi dépassée qu'incongrue dans le contexte de la vie moderne, ne serait-ce que d'un point de vue pratique. Comme toutes les religions détournées de la foi à des fins bassement temporelles ou politiques, l'islam, repris dans sa lecture la plus traditionnaliste, tombe ainsi dans les mêmes excès que le catholicisme inquisitorial, avec une facilité qui révèle au passage un réel décalage de maturité historique ou d'émancipation individuelle entre les nouveaux compatriotes et leurs hôtes de culture européenne, puisque ces derniers, dans leur immense majorité, se sont libérés depuis longtemps de tels excès de dépendance religieuse, anticipant les luttes actuelles de tant de femmes musulmanes pour la liberté de ne pas porter le voile. À titre d'exemple, les Européens, même croyants, relativisent sans problème les préceptes religieux d'un autre âge concernant leur mode de vie, et savent que leur foi, le cas échéant, n'a aucun besoin de normes visuelles ni d'accoutrements prosélytes pour s'exprimer dans les actes, tandis que les contraintes démodées prônées par les ultra-religieux sont comprises pour ce qu'elles étaient, en fonction directe du contexte historique des premiers croyants concernés. De fait, au premier temps de chaque religion, les normes, obligations et interdictions touchant à la vie quotidienne n'avaient pour intérêt que d'utiles, voire vitaux objectifs sanitaires, dépassés depuis longtemps par les meilleurs côtés du progrès technique, ainsi que médical, en la matière. Pourquoi ne pas manger de porc, sous prétexte qu'il s'agit d'un animal omnivore se nourrissant de déchets, tout comme la volaille, pourtant autorisée à la consommation, si ce n'est parce que cette viande ne supportait pas la chaleur ni la moindre conservation en l'absence de tout réfrigérateur? Pourquoi insister sur le sacrifice halal des animaux de boucherie, quitte à les faire atrocement souffrir, si ce n'est parce que trop de bouchers improvisés revendaient sans scrupule des carcasses d'animaux morts de maladies dangereuses pour l'homme, sous un climat trop propice aux infections fulgurantes? Pourquoi couvrir les cheveux des femmes, voire jusqu'à leur corps tout entier, si ce n'était pour éviter la tentation à une époque où les mâles ne savaient pas contrôler leurs instincts et devaient tout aussi jalousement protéger leur possession féminine? Autant de questions hors d'âge, dont les réponses, décryptées depuis longtemps par des sociologues et ethnologues, athées ou de toute confession, montrent que, bien en deçà de la foi authentique qu'elles peuvent véhiculer, les grandes religions ont toujours du mal à évoluer sur le plan temporel des rites, des dogmes et du langage correspondant, tout en conservant intact le cœur de leur apport spirituel. Il est parfaitement normal que les croyants souhaitent concrétiser leur foi dans leurs actes quotidiens, mais alors de préférence dans la discrétion pratique d'un comportement humainement supérieur où, paradoxalement, le meilleur des enseignements religieux rejoint à 100% la morale laïque que sous-entend notre devise nationale, s'agissant du cas français. Ainsi arborés en milieu public, nombre de ces signes extérieurs d'appartenance religieuse font partie des manipulations institutionnelles mises en place par des religions trop temporelles afin de dominer leurs croyants autant que pour s'affirmer vis-à-vis des religions concurrentes, alors même que, par définition, toutes les religions monothéistes ne peuvent croire qu'en un seul et même Dieu dont le nom dépend de la culture et de la langue du croyant. Le moins que l'on puisse dire est que ce n'est certes pas une raison suffisante pour s'entre-déchirer, comme le souhaitent pathologiquement les plus ultras de chaque confession, et plus particulièrement, aujourd'hui, les islamistes radicaux. Face à cette véritable entreprise de déstabilisation de notre pacte républicain, et en raison de l'absence de démocratie majoritaire directe clairement exprimée sur le sujet, les élus, quant à eux, ne pensent qu'à leur réélection, en ménageant très maladroitement les seuls intérêts du néolibéralisme économique, pour cultiver une ambiguïté malsaine qui laisse l'essentiel de la loi française s'enliser dans les sables mouvants d'une réglementation détailliste impossible. En réalité, la lâcheté volontaire de nos dirigeants, dont les actes bien trop timides contredisent les paroles trop fortes, est dictée par leur intérêt premier, via leur foi ultralibérale, cause politique principale de l'immigration délibérément incontrôlée,
qui alimentent si subtilement le foyer de ce problème. Peu leur importe la situation de tous les Français, quelle que soit leur ancienneté, leur culture ou leur religion éventuelle, dès lors que la suppression des frontières est la condition sine qua non de la mondialisation et de ses surprofits. La priorité est tout simplement d'importer en masse de nouveaux travailleurs bien dociles, toujours plus de consommateurs et encore plus de contribuables. Les conséquences culturelles ou cultuelles ne sont donc pas leur problème, comme vient encore de l'affirmer courageusement le président Macron, entre deux démarchages commerciaux aux enjeux intercontinentaux, ce qui révèle à quel point l'idée même de nation ou de pays a définitivement disparu de leurs écrans radars et autres tableaux comptables. Mieux encore, les divisions exacerbées par les médias ne font que renforcer leur avenir politique en promettant à notre actuel président d'être désormais le seul rempart contre une extrême droite haïssable et caricaturale, peu ou prou encouragée par intérêt purement stratégique ou électoral, et ce, depuis un certain François Mitterrand. Nous retrouvons là le non-choix imposé par un système électoral dont le principe est de condamner chaque citoyen à offrir son pouvoir de décision en même temps que sa liberté démocratique à chaque nouveau scrutin, tandis que le big business continue d'élection en élection, bâti sur la peur des uns et l'opposition des autres, quitte à détruire la société dans une violence tout azimut. 4. La République sans nation. Ainsi, la France, à l'instar de bien d'autres pays surdéveloppés, doit-elle à présent, de gré ou de force, faire avec cette nouvelle situation historique, dont la caractéristique principale est désormais, plus encore que le fait religieux, le fait multicommunautaire et multiculturel. Autant dire que le fameux slogan du vivre ensemble apparaît aussi vain qu'un vœu pieux face à la réalité du terrain, sur fond de nostalgie nationale, voire nationaliste, dès lors que la proportion des nouveaux Français, toutes cultures confondues, change objectivement la nature même du peuple, entraînant assurément autant d'avantages que d'inconvénients, malgré les apparences déformées par l'attrait des médias pour le scoop choquant et la polémique permanente. Il en résulte ici qu'à défaut de pouvoir vivre ensemble avant longtemps en échangeant le meilleur des civilisations présentes sur le sol français, force est de commencer par vivre respectueusement côte à côte en évitant si possible le face-à-face de l'intolérance réciproque, sachant que fort heureusement, les citoyens sont plus ouverts et intelligents en tant qu'individus que lorsqu'ils sont agglutinés en troupeaux malléables autour d'un leader autoproclamé. L'incongruité encore toute nouvelle de la phrase d'introduction scolaire du type « Nos ancêtres les Gaulois » résume à elle seule le curieux décalage résultant de cette nouvelle situation démographique et culturelle, dans la mesure où, désormais, trop d'élèves ne sauraient se sentir concernés par une telle entrée en matière, sauf à en reformuler les termes en disant « la première civilisation de la France était celle des Gaulois » ou éventuellement, avant, la France, c'était la Gaule, ce qui revient donc à réduire cette entité historique à son actuel espace géographique. Il est certes indispensable de connaître l'histoire du pays où l'on vit, mais tout aussi nécessaire d'en reformuler quelque peu les termes à l'attention des plus récentes recrues citoyennes et de leurs aïeux, en y intégrant l'histoire française des anciennes colonies qui ont grandement contribué à la richesse nationale, ce que les programmes scolaires tentent de faire dans une recherche d'objectivité exhaustive. De même, est-il très important de souligner par l'étude de l'histoire que tous les peuples et toutes les civilisations sont capables du meilleur et du pire, et que la violence ou l'esclavage, de même que le racisme ou le nationalisme, au sens les plus larges de ces termes, ne sont aucunement des inventions occidentales ou européennes, comme en témoignent par exemple tant de conflits entre ethnies africaines ou autres musulmans d'allégeance opposée. Cela signifie aussi qu'à l'avenir, l'éducation en histoire devrait permettre à chaque génération de prendre pleinement conscience de l'universalité de la condition humaine dans ses principaux ressorts socio-économiques, politiques et culturels, en relativisant toute idée de prétendue supériorité autre qu'en termes de degré d'évolution vers la justice et la paix, grâce à une comparaison aussi exhaustive et factuelle que possible. À cet effet, et concernant plus particulièrement l'articulation entre l'histoire et les religions, le modèle britannique gagnerait certainement à être imité, puisqu'il permet à tous les élèves
d'étudier l'histoire des religions, ce qui semble être la meilleure façon de promouvoir la tolérance culturelle et cultuelle des futurs adultes. En réalité, le changement culturel substantiel qui s'opère partout dans le monde, de façon hélas chaotique et douloureuse, doit être vu comme une inévitable communautarisation mondiale de très long terme, provisoirement ralentie par le communautarisme réactif et réactionnaire actuel, politique ou religieux, dont les grumeaux récalcitrants finiront tôt ou tard par fondre pour le plus grand bien de l'évolution de l'espèce humaine dans sa mondialité, à condition toutefois de se libérer de tous les extrémismes surdominants et minoritaires qui nous manipulent. La fusion est inévitable quoi que puissent en dire les nostalgiques de l'ordre ancien, sans nullement impliquer le moindre appauvrissement culturel ni la disparition de l'essentiel des cultures précédant cet heureux mixage, tout comme il est possible de reconnaître individuellement chacune des saveurs d'un plat subtil en gastronomie, ou même chacun des gènes et caractères de nos lointains ancêtres, en biologie. En tout état de cause, la réalité pluricommunautaire quotidienne, bien que trop souvent déformée par la surexposition médiatique et la récupération politique de ses pires aspects occasionnels, construit d'ores et déjà un nouveau peuple français plus varié et bigarré que jamais, un patchwork sociétal plus ou moins improvisé, dont la jeune conscience collective n'est plus du tout nationale, au sens strict d'un vécu commun historique et de la culture commune minimale que ce terme suppose. La conséquence directe en est donc la disparition progressive et inévitable des nations en tant que population clairement identifiable et culture spécifique, tout comme en tant que fictions historiques construites sur le mythe des grands personnages surencensés que furent Charlemagne, Jeanne d'Arc, Napoléon Ier ou Charles de Gaulle, pour ce qui concerne la France, du temps où elle existait ainsi, tout simplement parce que la seule identité commune désormais viable est à venir, sous la forme d'un commun dénominateur citoyen, universel, républicain et démocratique. À plus ou moins brève échéance, toutes les nations, dans le sens originel et déjà largement dépassé de ce terme, sont vouées à disparaître en se transformant en autant d'espaces républicains et démocratiques géographiquement définis par les appellations nationales héritées de l'histoire du lieu concerné, tandis que l'aspect passéiste de la nationalité laissera enfin sa place au partage d'un présent et d'un avenir commun équitablement maîtrisé. Cette toute nouvelle conscience de citoyenneté mondiale sera dès lors libérée des complexes de supériorité et autres commémorations cocardières qui n'ont déjà plus aucun sens national dans le monde d'aujourd'hui. Car, avant longtemps, le salutaire souvenir des héros et autres victimes de l'histoire si violente de notre humanité alimentera la floraison d'une même et unique fraternité entre citoyens libres et responsables de tout pays. Les valeurs humaines, universelles par essence, auront alors transcendé maintes formes de domination et de violence collective pour le plus grand bien de la paix et de la justice, et ce, grâce à l'évolution sans précédent des mentalités et à la prise de conscience des enjeux véritables de notre commune nature planétaire. On peut regretter dans certains domaines cette mort à petit feu d'un esprit national dilué dans le mondialisme ultralibéral et son brassage multiculturel, mais il faut reconnaître qu'à bien d'autres points de vue, le concept idéologique de nation ne mérite plus de perdurer. Après tout, historiquement, les nations se sont construites sur la violence de la loi du plus fort, à travers la centralisation d'un pouvoir national par l'asservissement des provinces, jusqu'à l'ivresse des grands-messes ultranationalistes du XXe siècle et leurs dizaines de millions de morts, le tout via une forme de culte factice qui n'avait rien à envier aux religions précédemment étudiées. Au cours de la douloureuse histoire de notre humanité, hélas encore aussi partielle que partiale, les nations ont toujours abusé leurs sujets ou citoyens en travestissant le cœur d'un idéal républicain ou démocratique inconscient dans le seul intérêt d'une minorité dominante, le plus souvent via la propagande caricaturale et le conditionnement éducatif. Autant de raisons qui devraient permettre de relativiser notre deuil collectif, alors que l'idée nationale est condamnée à perdre toute raison d'être culturelle, autre que réellement républicaine et démocratique. Même si, à la différence de la vieille Europe, nombre de nations trop récentes nourrissent la folle illusion de se croire uniques et supérieures.
car la seule supériorité historique et objective ne mesure que la proximité encore relative de chaque communauté humaine vis-à-vis de cet idéal de justice et de paix. Pourtant, en tant que fille et héritière des systèmes théocratiques puis monarchiques, dont tant d'aspects perdurent, la nation a apporté une dot conséquente lors de son mariage avec l'histoire, et les progrès qu'elle a autorisés dans tous les domaines ont permis à des générations de citoyens de vivre en paix, toute relative, et surtout de construire une civilisation moderne grâce au commerce, à l'industrie, ainsi qu'au progrès des sciences, hélas, sans pour autant changer la recette injuste de l'exploitation de l'homme par l'homme, au point d'en payer le prix de crises périodiques sous forme de guerre ou de révolution. Aujourd'hui dépassée par les événements qu'elle a elle-même suscités, doublée par les avatars multinationaux issus de son propre ADN, la nation dépérit et ne ressemble plus qu'à une coquille vide dont les profiteurs corrompus raclent les moindres replis, tels des marins gradés sauvant l'or avant le naufrage, tandis que la masse des matelots se dispute les chaloupes en un violent et pathétique chacun pour soi. Mais la fin du chapitre n'est pas encore celle du grand livre de l'histoire, et l'impression de fin du monde imminente qui en émane n'est là qu'une trompeuse apparence, car avant d'être rendue stérile par l'usure du temps et l'accumulation de ses propres vices, la nation a su préserver dans ses gènes les plus résistants, puis transmettre et faire évoluer par son utile expérience la si belle et prometteuse progéniture humaniste que l'on appelle, encore prématurément, démocratie. Or, précisément, nous voici arrivés au carrefour le plus crucial de l'histoire planétaire, où les limites désormais insupportables de la République représentative par élection devront tôt ou tard laisser place à la démocratie intégrale et enfin majoritaire que supposent les principes délodistes, seule direction possible pour éviter le bégaiement mortifère de la violence que le recours si récurrent aux extrémismes nationalistes, idéologiques ou religieux propose à chaque occasion de crise majeure. En prenant suffisamment de hauteur via l'éclairage du point de vue délodiste, le fond du problème apparaît aussitôt par-delà l'écume de l'actualité, car ici, l'enjeu historique est finalement toujours le même, à savoir la domination injuste et illégitime de la majorité par une infime minorité, que cela soit sous un prétexte religieux, idéologique ou socio-économique, grâce à l'instrumentalisation temporelle ou politique des masses, selon les habituelles recettes de regroupement des humains en troupeaux ultra-dociles, de caricaturisation outrancière des autres en ennemis, et ce, dans le but unique de dominer et d'exploiter au travers d'une quête pathologique de pouvoir, d'espace et d'argent. Ainsi, tous les Français d'aujourd'hui, de n'importe quelle origine ou confession éventuelle, sont encore et toujours les otages abusés de l'injustice des influenceurs malades qui nous gouvernent en violant notre liberté individuelle de conscience et de jugement, tout autant que notre intérêt collectif objectif, et ce, de façon d'autant plus violente que ces leaders s'autoproclament de droits divins ou de droits pseudo-constitutionnels, en lieu et place de la majorité populaire authentique et directe, seule et unique source de légitimité démocratique et républicaine. Tous ces abus de pouvoir ont pour point commun de s'exacerber sans limite aux seuls dépens de notre liberté d'opinion et plus encore de décision, tout en exploitant notre force de travail au quotidien, pour finir par nous transformer en chair à canon sous maintes formes de violence exacerbée, chaque fois que cette logique stupide s'écrase contre le mur de ses propres contradictions. Il est grand temps de tirer un trait définitif sur cette si longue et douloureuse histoire dont le mode actuel de progression, via la nation idéologisée ou la religion temporalisée, conditionne abusivement nos vies individuelles et massacre périodiquement nos vies collectives. Car tant que la désignation des dirigeants sera une prérogative minoritaire explicite ou déguisée, l'immense majorité des suiveurs, de gré ou de force, sera sacrifiée dans ses libertés autant que dans ses droits les plus fondamentaux. Dès lors, le seul fil directeur susceptible d'expliquer les hoquets de plus en plus catastrophiques de notre histoire collective étant précisément l'absence de démocratie transparente et authentique, il en résulte que seule la solution de la République citoyenne directe et locale sera à même de répondre à l'attente impatiente de justice et de paix de toutes les populations mondiales, indépendamment des aspects culturels régionaux
dérivant des conditions historico-géographiques. Ce besoin universel d'équité politique est désormais ressenti sur la surface entière de la planète, comme en témoignent les protestations populaires quasi permanentes de ce début de troisième millénaire, avec pour dénominateur commun une défiance totale envers les institutions et leurs représentants, doublée d'une commune soif de justice économique et sociale. Concernant ici le cadre institutionnel, les principes délodistes apparaissent comme la seule garantie de paix et de justice à long terme, grâce à la prise en main du destin collectif par le peuple, en remplaçant le devoir d'élire par le droit de voter directement les décisions, et plus encore, le pouvoir de les suggérer librement sous forme pétitionnaire. En ajoutant à cela le bon principe majoritaire et la représentation délégative par voie de tirage au sort, la liberté locale d'expérimentation, la collégialité, la rotation des responsabilités, la transparence comptable en direct et le libre signalement citoyen, il n'y aura plus aucune raison de craindre la plus petite usurpation de pouvoir par quelque individu ou minorité que ce soit, ce qui revient à dire que toutes les décisions prises seront non seulement le fruit potentiel de l'ensemble des citoyens, mais correspondront nécessairement à la préférence majoritaire qui les aura suggérées et ou validées. Que l'on soit citoyen français de souche ou nouveau citoyen français, bouddhiste, chrétien, incroyant, juif ou musulman, par ordre alphabétique neutre, mais tout aussi bien de n'importe quelle autre appartenance ressentie de nature laïque, nationale, philosophique ou simplement géographique, nos besoins fondamentaux sont strictement les mêmes, en tant qu'êtres humains d'une seule et même race, puisque nos différences apparentes ne sont que le fruit d'aléas géographiques et culturels d'une autre époque. Lorsque l'absence de proximité physique, de communication et de mobilité nous séparait les uns des autres. La seule richesse véritable qui vaut le coup d'être partagée n'est donc autre que la République citoyenne et non la République élitiste de dominants socio-économiques ou politico-religieux, inévitablement égoïstes. Cela ne signifie en aucune façon que les citoyens de tous les peuples seraient meilleurs individuellement, mais sitôt que les conditions d'une égalité citoyenne concrète et active seront constitutionnalisées via les principes délodistes, l'intérêt collectif aura les moyens de s'exprimer sans aucun risque de déviance autoritaire injustifiée pour le plus grand bonheur d'adultes devenus co-responsables de leur destin local autant que de leur environnement immédiat, tarissant dès lors la source même des abus et contradictions ou violences et autres injustices de plus grande échelle. Grâce aux constants progrès scientifiques, techniques, médicaux, industriels et commerciaux qu'elle aura promus et répandus à travers le monde, l'épopée historique, voire parfois hystérique de l'Occident en tant que civilisation, aura servi la grande cause de l'humanité, avec pour résultat la possibilité de vaincre la rareté pour tous et de permettre un confort matériel que personne de sensé ne saurait réfuter en bloc. Hélas, tout cela s'est construit dans la sueur et dans le sang, pour les raisons que l'on sait désormais, jusqu'au point d'aller bien au-delà du nécessaire et du suffisant, et de remettre en cause l'équilibre écologique de très vastes régions, tandis que le gâteau résultant, déjà bien trop gros à maints égards, reste encore à partager autrement que sous la forme des miettes éventuelles d'un impossible et condescendant ruissellement. Il n'en reste pas moins que le progrès matériel accompli convient peu ou prou à toutes les populations du globe, preuve de l'universalité des besoins fondamentaux auxquels il répond encore, s'il faut en croire la soif de confort plus ou moins à l'occidental de tant de pays en voie de développement, et a fortiori des émergents. Pourtant, les vieux Européens que nous sommes savent bien que là n'est pas l'essentiel, car le matériel est au corps ce que le spirituel est à l'esprit, voire à l'âme, et le principal apport de l'histoire européenne, dans la continuité du relais intellectuel transmis par les civilisations précédentes, réside précisément dans le double concept de république et de démocratie, dûment enrichi de l'esprit des Lumières et concrétisé entre autres par la Révolution française de 1789 et son idéal humaniste et égalitaire sans précédent. Dès lors, parallèlement à cette contagion mondiale du modèle socio-économique à l'occidental, et malgré toutes les imperfections de ses nombreux abus, il n'est pas surprenant que la soif de justice et de démocratie
viennent compléter l'insuffisance de la faim matérielle sous toutes les latitudes possibles, pour aboutir à une inéluctable civilisation démocratique mondiale encore lointaine, sans aucun besoin d'abusive centralisation, car construite sur la base d'une autogestion aussi locale que possible pour les raisons humaines, fonctionnelles et écologiques exposées dans les précédents chapitres de ce premier livre. En attendant cette nécessaire évolution déjà programmée dans nos secrets idéaux de tempérance, depuis que les premiers humains ont commencé à s'émanciper de leur animalité, il serait judicieux d'éviter le retour des pires violences et de considérer l'essentiel du problème tel que précédemment décrit, plutôt que d'attiser les extrêmes de tous bords aux fins d'ambitions égoïstes et sectaires. Dans ce contexte, les leaders et autres influenceurs politiques, religieux et médiatiques sont les premiers responsables de la façon plus ou moins pacifique dont l'actuel tournant historique sera négocié. Cela suppose de dénoncer les excès, d'éviter les caricatures, de promouvoir la tolérance mutuelle, autant que de souligner toutes les initiatives positives dérivant du vécu quotidien de l'écrasante majorité de nos concitoyens. S'agissant du cas français qui accompagne ces réflexions, il est inévitable que certains aspects de notre réglementation soient appelés à évoluer pour s'adapter aux besoins d'une proportion croissante de notre nouvelle population, et la rigidité par trop excessive de la loi française en matière de laïcité n'est pas pour arranger les choses dans ce domaine. De leur côté, les religions sont dans leur rôle vis-à-vis des croyants tant qu'elles transmettent une foi digne de respect, en laissant leurs fidèles totalement libres de s'en inspirer pour leur vie temporelle, à condition toutefois de promouvoir clairement la tolérance envers tous les humains, le juste respect de la loi républicaine commune et des valeurs morales compatibles avec l'humanisme en matière de comportement individuel et collectif. Enfin, observant que les ultra-bornés extrémistes manquent cruellement d'humour et d'autodérision, et ce, à la différence de toute civilisation avancée et raffinée, il paraîtrait pour le moins judicieux, en situation d'expression publique orale, visuelle ou écrite, d'éviter toute caricature lorsque l'on sait pertinemment qu'elle sera ressentie comme blessante dans le domaine si sensible des convictions les plus intimes, faute de quoi on fait le jeu de l'extrémisme que l'on prétend dénoncer, ce qui est tout sauf un signe de tempérance et de bon sens pédagogique. Octobre 2019.